J'ai eu beaucoup d'émotions quand l'Italien a passé la ligne d'arrivée. J'avais l'impression que c'était moi. J'avais les larmes aux yeux alors que je connaissais pas du tout cette personne. Je connaissais pas, mais je me suis imaginé l'émotion de passer une ligne d'arrivée après 700 km. On est dans un milieu très hostile, donc il peut y avoir la super organisation. C'est nous qui sommes devant nos dangers. On voit personne pendant très longtemps. On peut arriver jusqu'à 80 km, même plus, puisque sur le 700, on a des moments jusqu'à 100 km sans voir personne. On savait, on avait signé une décharge pour dire que le soir, à partir que la nuit tombe, on était livrés à nous-mêmes, même si on déclenchait la balise, ils ne venaient pas nous chercher. Et je suis obligé de revenir très rapidement à mon hôtel pour récupérer d'autres gants. Et puis, alors là, le doute, là, déjà que j'étais pas très... on a toujours un doute quand on fait ce genre de course. Mais alors là, c'est encore pire parce que je me dis, mais c'est pas possible. Tu peux même pas faire 2 km pour aller voir le départ. Il te faut rentrer vite en courant. Comment tu vas faire 700 km? Donc, je pars pas dans des conditions optimales, je dirais, mentalement. C'était une zone un peu, on nous l'avait dit, qui était assez froide. Et ça s'est pas menti. Effectivement, dans la nuit, il a fait très froid. J'avais un thermomètre qui était scotché à ma luge. Et à cet endroit-là, il pouvait aller jusqu'à moins 40 et il a explosé. Donc, mais j'étais sous la neige. Et quand je me réveille, surprise, je vois plus mon chemin. Tout est blanc et je me demande comment je vais arriver à me repérer puisqu'on n'a pas de GPS, c'est juste des balises qui ont été mises là. Donc je me dis mais comment je vais faire pour arriver à trouver mon chemin? Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Vous commencez à le savoir, mais pour les nouveaux auditeurs qui me font le plaisir d'avoir découvert récemment Course Épique, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes d'écoute de ce podcast pour être sûr de ne manquer aucun épisode. Et parlez-en le plus largement possible autour de vous lors de vos sorties, au boulot, sur Instagram, Facebook. Course Épique, c'est comme la course à pied. C'est encore meilleur quand on le partage. C'est une grande première pour ce 14e épisode, car nous allons prendre cette fois ensemble la direction du Grand Froid, et plus particulièrement de la région du Yukon dans le nord-ouest canadien, à l'occasion de la Yukon Arctic Ultra. Cela faisait un moment que j'avais envie de vous embarquer avec moi pour une course épique dans des conditions de froid extrême, et aucun doute possible, avec cette Yukon Arctic Ultra, vous allez être servi. En quelques mots, la Yukon c'est une course de plus de 700 km dans des conditions d'une rigueur extrême. Je suis convaincu que vous serez bluffé par la détermination, la force mentale, la combativité et le sens de l'organisation minutieuse de mon invité Thierry Corbarieux, qui s'est lancé en 2019 dans cette aventure qui dépasse très largement le seul cadre humain. J'espère que vous allez frissonner autant que moi en plongeant avec lui dans cette course ultra exigeante à des températures bien souvent inférieures à moins 30 degrés. Le moment est venu de laisser la parole à Thierry qui va vous raconter cette aventure bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, coup de chaud en Arctique. Bienvenue sur Course Épique, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute. Bonjour Thierry, comment vas-tu ? Bonjour Guillaume, je vais bien. En fin de semaine, là, je vais très bien même, puisque je vais attaquer bientôt le week-end et je vais pouvoir sortir un peu, gambader. Donc tout va bien. C'est souvent le meilleur moment de la semaine, effectivement. Thierry, avant qu'on parle plus spécifiquement de ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Écoute, je m'appelle Thierry Corbarieux, j'ai 51 ans, je suis marié à Isabelle, nous avons 3 enfants, nous vivons dans le sud de Toulouse, plus proche de l'Ariège, dans un petit village qui s'appelle La Grace-Dieu. Nous sommes à 1 heure des Pyrénées, où c'est mon terrain de jeu. Je travaille non loin de mon lieu d'habitation. J'ai cette chance-là de pouvoir être proche de mon travail, ce qui me permet aussi de pouvoir, entre midi et 2 heures de temps en temps, aller courir. Et est-ce que tu pourrais nous parler de tes premiers pas dans le sport ? Quel sport toi tu as pratiqué quand tu étais enfant ou ado ? Ouais, j'ai commencé par le rugby. Toute ma jeunesse, j'ai joué au rugby. Alors, de temps en temps, à 13 et aussi à 15. Voilà, pourquoi? Parce que dans le village, il y avait où je jouais, il y avait la possibilité de faire les deux. Et puis, bon, par aspiration, dans le temps, j'ai beaucoup aimé le rugby à 13. Donc, voilà, je commençais, j'étais très loin de la course à pied. Hein. J'étais plutôt des sports de contact. Et puis, voilà, donc c'est pour ça aussi que ma morphologie, je dirais, est un peu atypique dans la course à pied et qui correspond plus à un joueur de rugby que des fois un coureur de course à pied. Et à quel moment la course à pied a fait irruption dans ta vie ? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur, une rencontre, une opportunité qui s'est créée ?
Alors, j'ai toujours aimé quand même courir, j'ai toujours aimé ça, mais malgré tout, entre le travail et l'activité, j'étais loin de tout ça. Et puis, en 2001, c'est pas si vieux que ça, malgré tout, en 2001, j'ai décidé de m'inscrire à un marathon, le marathon de New York. Et puis, pour moi, c'était mythique. Donc, j'ai dit à faire un marathon, je voudrais faire celui-ci en 2001. Et ça a tombé pendant les événements tragiques. Écoute, c'était une sacrée expérience pour moi. Il avait été maintenu en dépit des Il attentats. avait été maintenu, oui, oui. C'était le premier, d'ailleurs, c'était le premier événement sportif juste après qu'il y ait les incidents sur les tours. Et donc, il y avait une certaine émotion pendant ce marathon, très palpable d'ailleurs. Et moi, j'avais souhaité justement, d'autant plus que je m'étais préparé quand même pendant quelques mois, j'avais voulu aller malgré tout un peu rendre hommage, mais surtout montrer qu'il fallait continuer, que la vie continue malgré les événements. Pour une première, ça devait être effectivement très émouvant. Ouais, super, ouais, une super expérience. Bon, je savais pas trop comment trop m'y prendre, mais malgré tout, j'ai réussi mon marathon pendant des temps extraordinaires, mais j'ai fini mon marathon et puis après j'ai enchaîné sur d'autres marathons. J'ai enchaîné quelques mois après avec celui de Paris. Puis au début c'était ça, c'est un marathon de marathon. Ça me permettait de voyager, en même temps de faire du sport, de m'entretenir et puis commencer à prendre goût à la course à pied. Est-ce que tu as un format de prédilection sur les courses que tu choisis? Alors oui, maintenant il est d'autant plus. Alors déjà j'étais un peu atypique parce qu'en général quand on commence on fait pas des marathons, on fait des courses beaucoup plus courtes. Hein. Moi je commençais directement par un marathon, donc j'ai commencé déjà dans l'endurance dès le départ. Mais ensuite bon moi je suis plutôt sur des typologies de courses qui durent dans le temps. Voilà, mon plaisir c'est de rester le plus longtemps possible sur des terrains de jeu. Donc j'ai été très rapidement sur des courses longue distance en commençant par le désert qui m'attirait, que je connaissais pas du tout. Le marathon des sables, c'était une course que j'avais vue, mais que bon, j'étais loin d'imaginer que je le pouvais faire. Et puis en 2005, j'ai fait mon marathon des sables, mon premier marathon des sables, et du coup, ça a été une sacrée révélation pour moi parce qu'en fait, j'avais trouvé ce qui me plaisait, me trouver dehors pendant une semaine. Livré à moi-même avec des gens dans une tente, pouvoir communiquer un peu avec eux et surtout me préparer avant. Et ça, c'était quand même une sacrée révélation pour moi. Tu avais trouvé chaussures à ton pied. Exactement. Et puis, j'ai dérivé très rapidement sur l'ultra, puisque là, c'était des courses à étapes. Le marathon de sable, c'est à étapes. Et puis, je suis allé rapidement, en restant toujours dans le désert, parce que ça avait quand même pris goût. Je suis allé sur des courses un peu non-stop, comme la Libyan Challenge, et d'autres courses. C'est des courses qui étaient extraordinaires. Je voyais ça sur des magazines, des gens qui arrivaient à faire des distances pareilles, 160 km, 200 km en non-stop. Je trouvais ça extraordinaire. Et puis, de pouvoir le faire moi-même, ça a été génial dès le départ, quoi. Tu vas monter jusqu'à une distance de 1000 km là en Mauritanie au mois de novembre dernier? Ah oui, oui, alors là, on dépasse un peu l'entendement, et c'est vrai, parce que 1000 km, alors j'imagine même pas en 2005, je ne croyais pas ça possible d'ailleurs. Et puis là, c'était une grande première quand l'organisateur Alain Gestin me téléphone pour me dire Thierry, j'ai envie d'organiser une course de 1000 km, ça s'est jamais fait dans ce format. T'es partant, bien sûr pour moi c'était une évidence par rapport au parcours que j'avais eu auparavant, les quelques années avant. Et effectivement, c'était un sacré périple, 1000 km dans le désert de Mauritanie, bon pour les conditions, mais surtout pour la distance, parce que bon, j'avais jamais fait autant. Le plus long que j'avais fait, c'était la traversée des Pyrénées qui faisait déjà 880 km à peu près. Et voilà. Bon, la différence, c'est que 880 km avec 60 000 positifs dans les Pyrénées ou 1000 km dans le désert, il n'y a pas. Voilà, c'est à peu près pareil puisque le temps, il a été un peu similaire pour moi. Et donc, quels sont tes critères pour choisir les courses auxquelles tu vas participer? Est-ce que c'est la destination? Est-ce que c'est l'idée de faire à chaque fois une course nouvelle? Est-ce que tu veux alterner les zones chaudes, froides, du dénivelé? Pas forcément. Enfin voilà, comment est-ce que tout ton planning s'organise pour ces courses? Alors depuis le début, déjà, c'est la découverte. Pour moi, c'est toujours découvrir, alors bien sûr, des nouveaux paysages ou des nouvelles contrées, mais c'est surtout la découverte de la course en elle-même. Je suis beaucoup à la recherche sur les réseaux, sur des courses qui sont pas très connues. Pourquoi? Parce que j'aime bien être, pas être forcément le précurseur, mais moi, découvrir moi-même par ma propre expérience ce genre de course. C'est comme ça que j'ai été le premier à être, par exemple, à la Spine Race en Angleterre. Mais voilà, c'est mon critère déjà de découvrir ce genre de course, de me mettre en condition de recherche
pour ça. Et c'est un peu le critère du départ. Et bien sûr, c'est souvent sur des longues distances parce que quand on aime, on compte pas. C'est vraiment le point. Le plus je reste longtemps sur les courses, et mieux c'est pour moi parce que je profite un maximum de tous ces mois de préparation par le final, faire la course, puisque c'est pas forcément toujours joyeux de se préparer, même s'il faut que ça le soit quand même en général. Moi, j'essaie de passer du temps et c'est surtout le fait d'être en course pendant et d'être livré à moi-même qui est le plus important pour moi. Quel accomplissement tu trouves dans la pratique de la course à pied? En d'autres termes, pourquoi tu cours, Thierry? C'est des questions que je me pose régulièrement. Pourquoi je fais de telles distances? Bon, pour ce que j'ai dit, pour être le plus longtemps possible en milieu naturel, ça c'est une évidence pour moi. Mais aussi parce que on cherche toujours alors une limite. Non, on cherche pas une limite, mais on profite de l'expérience plutôt des limites qu'on a atteintes pour se dire j'ai réussi ça, je vais continuer ma démarche en essayant de voir si je suis capable de faire telle et telle course. Voilà, donc ça c'est un peu ça mon leitmotiv sur ce typologie de course, c'est de me dire voilà, est-ce que vraiment j'ai fait le nécessaire dans ma préparation, est-ce que tous les paramètres ont été visionnés pour pouvoir réussir, parce que bon, c'est l'important, on réussit pas toujours malheureusement, mais donc c'est un peu ça mon fil conducteur pour ces courses-là. Petite séance d'autodiagnostic, est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu pensais de tes points forts et éventuellement tes zones d'amélioration ou peut-être des choses que tu aimes moins pratiquer ou dans les entraînements sur lesquels tu rechignes un peu plus? Alors directement pour les points faibles, c'est le fractionné, quoi. Le fractionné, ça fait des années que je me mets dans un club dans mon village, à côté de mon village, et le fractionné, c'est vraiment pas mon truc, quoi. J'essaye, je me motive chaque année, je me dis allez, cette année tu vas faire des bonnes séances de fractionné pour évoluer un peu sur tes temps, mais bon, j'y arrive pas, quoi. C'est pas mon truc, voilà. Je fais plutôt en nature du fartlek, là. C'est plutôt comme ça que je vais travailler l'allure que de passer des heures sur une piste avec des chronos. Ça c'est vraiment pas mon truc, quoi. Mon point fort, je pense que c'est certainement le mental, puisque j'arrive à me dépasser des fois dans des situations très délicates. J'arrive à trouver l'énergie et surtout l'énergie physique, mais surtout mentale, d'aller toujours plus loin sans prendre les risques, des risques physiques qui auraient des conséquences. Moi, j'essaye de me dépasser avec des petites motivations personnelles. Donc, je trouve toujours l'énergie mentale. Puis surtout, je pense, c'est ma préparation dans son intégralité, aussi bien dans la partie matérielle. C'est une grosse part de ma préparation, puisque ça me permet aussi mentalement de me préparer. Quand je me prépare en énumérant tout le matériel que j'ai besoin, en demandant à pas mal de gens qui auraient fait les courses que je veux faire, quel matériel utiliser, ça me prépare mentalement à tout ce genre de courses, et ça me met en condition, je dirais, pour réussir ces courses. Et je pense que ça, c'est ma principale qualité, c'est le détail, préparer assidûment. Je vois le marathon des sables qui était une première course, j'ai mis 2 ans de préparation. Le Yukon, j'ai mis 2 ans de préparation. Et pourquoi? Parce que pour moi, je pense que c'est dans mon fonctionnement, je dirais, c'est ce qui va me permettre de réussir, parce que je me projette à long terme, donc je fais les choses au fur et à mesure, et tout ce que je vais faire au point de vue technique pour le choix des matériaux comme physique, c'est de long terme, et c'est souvent ça qui est gage de réussite dans mon cas. Donc je dirais que c'est plutôt ça les points forts chez moi. Et est-ce que tu peux nous raconter comment s'organise une semaine type pour toi et comment tu fais coexister à la fois ta vie professionnelle, personnelle et puis tes entraînements? Comment est-ce que tout ça coexiste? Déjà, c'est important d'avoir cet équilibre. Pour moi, c'est une évidence, mais il a fallu quand même que j'arrive à la mettre en place. Il fallait qu'il y ait un équilibre entre la vie de famille, qui est très important pour moi, la vie professionnelle aussi, puisque bon, c'est très important aussi, et cet équilibre avec le sport. Donc moi, je dis toujours, c'est des moutons à 3 pattes qu'il faut équilibrer pour justement ne pas tomber de sa chaise. Et du coup, j'essaye de pas trop me mettre de pression sur, par exemple, la préparation physique. Moi, c'est toutes les semaines, je prévois mes entraînements le dimanche soir, je me prévois ce que je vais faire dans la semaine. Mais je peux avoir des modifications dans cette préparation. Dans mon fonctionnement, c'est pas un problème. Il suffit que je puisse continuer ma préparation sans trop me prendre la tête sur les modifications qu'il va y avoir. Mais je suis pas très cartésien. J'essaye d'avoir une construction de préparation sur du long terme. Et peu importe, je trouve que c'est contre-productif de se dire aujourd'hui je suis coincé, je vais pas pouvoir m'entraîner. Il va falloir que je trouve un moment pour moi, dans mon fonctionnement, c'est pas productif. Donc j'essaye de me faire un planning
semaine après semaine. Bien sûr que sur le long terme, j'essaie de le construire, hein, puisque je le prépare à de longue échéance. Mais j'essaie de tout allier. Il faut que tout fonctionne. Et donc, je me crée pas trop de contraintes. Donc, ma préparation type, c'est, voilà, j'essaie de courir pratiquement tous les jours. Alors, si c'est pas le matin de bonne heure, ça sera le midi. Si c'est pas midi, ça sera le soir. Et des fois, j'arrive à faire même deux ou trois fois, même si dans des périodes où je peux vraiment le faire, j'arrive à m'entraîner 3 fois. Mais souvent, c'est des entraînements quotidiens malgré tout, entre midi et 2 et le soir, quand je le peux professionnellement. Et puis le week-end, j'essaye de faire des blocs où là, plutôt, je vais dire, je suis entre 4 et 8 heures. Tout dépend de la programmation de mon entraînement, puisque le week-end, c'est quand même plus simple de s'entraîner. Et donc, du coup, j'essaye de faire alors, au minimum, on va dire, c'est 2h30, 3 heures. Et puis, ça peut aller jusqu'à 8 heures avec divers terrains, puisqu'on est près des Pyrénées. Je vais souvent dans les Pyrénées m'entraîner. Et voilà, donc ça peut être de la course pure, quand je veux garder le volume sur la course, comme aussi ça peut être de la randonnée pendant plus de 8 heures en montagne avec beaucoup de dénivelé. Pourquoi ? Parce que voilà, dans ces courses que je fais, il faut savoir allier les deux. Il faut pas faire que courir, parce que sinon il y a la blessure qui peut arriver très rapidement. Il faut savoir alterner, il faut changer de rythme. Et c'est un peu ça que je travaille en même temps dans ma préparation physique. Eh bien, écoute, parfait. Merci beaucoup pour cette présentation, Thierry. On va passer désormais à notre séquence classique de la basket chinoise. C'est un format de portrait chinois version sportif qui va nous permettre de continuer à mieux te connaître. Donc, pour cette première question, est-ce que tu pourrais nous dire, si tu étais un personnage, quel serait-il ? Allez, je passe de suite au Yeti. Pourquoi le Yeti ? Le Yeti, parce que déjà dans mon village, je suis suivi par les enfants du village et de l'école. Et ils m'appellent le Yetiti pour Thierry Titi. Donc le Yetiti. Donc de suite, je pense à ça parce que c'est vrai que puis c'est le personnage qui me va bien, quoi. Le Yeti, voilà, comme je disais, je suis un peu un coureur atypique. Donc voilà, il me va bien. Et donc, ma deuxième question, c'était si tu étais un animal, tu pourrais aussi répondre au Yeti à cette question ? On aurait pu dire le Yeti, on peut dire le Yeti, on peut dire aussi le chameau, parce que bon, je suis pas, comme j'aime pas trop le fractionner, je suis pas forcément un coureur qui va très vite, mais par contre qui peut aller très loin. Et donc le chameau, il serait plus à me correspondre, même si le Yeti, je l'aimais bien quand même. Et est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui susciterait une certaine forme d'inspiration ou d'admiration de chez toi ? Il y a un sportif qui fait un peu l'unanimité, même si j'ai pas forcément envie de le décrire, parce que justement on entend tellement parler. Moi, je l'ai plutôt connu depuis des années quand je lisais tous ses ouvrages et qu'il était un peu moins médiatisé. Mike Horn, bien sûr, dans tout ce qu'on peut faire de sport d'aventure, c'est notre icône, quoi. Je dirais, pour moi, ça l'a été depuis très longtemps. Ça a été un fil conducteur dans mes projets aussi, puisque j'ai suivi toutes ces aventures depuis très très longtemps, même avant que je fasse de la course à pied. Donc voilà, c'est moi, Mike Horn, ça reste vraiment le personnage que je pense l'aventurier de tous les temps, et on n'est pas prêt d'en retrouver un comme ça. J'invite nos auditeurs, pour ceux qui ne l'auraient pas fait en tout cas, à lire les bouquins de Mike Horn. Moi, j'avais lu notamment Latitude Zéro, que j'avais trouvé incroyable. On est presque dans de la fiction, tellement. Après, voilà, on parle d'inconditionnel, donc on veut tout croire, mais c'est tellement incroyable ce qui lui arrive dans tous ces ouvrages qu'on se dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Moi, le souvenir que j'ai, c'est dans Latitude Zéro, justement, où à la fin du bouquin, il fait un peu un retour en arrière sur les plus grosses difficultés qu'il a pu rencontrer sur son parcours, et finalement, il dit ce qui a été le plus menaçant, c'est pas tant les conditions extrêmes, c'est l'humain, oui. En fait, c'est l'homme, et c'est les fois où il s'est retrouvé exposé à des risques, notamment en Afrique, où il a eu vraiment peur. Ouais. Et c'est marrant ce que tu dis, parce que c'est vrai que c'est souvent ce dont je parle quand je parle de Mike Horn. C'est effectivement le plus dangereux pour lui, ça a été l'humain. Et comme tu le dis si bien, malheureusement, c'est l'Afrique, parce que traverser l'Afrique, c'est pas rien. Quand il passait à côté du chemin avec son vélo le plus moche qui existait voilà, en Afrique, il n'avait pas voulu, les sponsors lui avaient donné un vélo, un super vélo en alu là, qu'il y avait à l'époque. Mais lui, non seulement il a préféré acheter un vélo là-bas pour qu'il ressemble à rien avec son vélo, mais en même temps, il prenait pas les chemins. Il était à côté des chemins justement pour pas se faire repérer et se faire détrousser. Donc, malheureusement, voilà, l'humain encore comme animal, c'est pas le meilleur. Eh bien, écoute, merci beaucoup Thierry. Le moment est désormais venu de nous plonger dans ta course épique, cap vers le grand froid, et c'est une première dans ce podcast avec la Yukon Arctic Ultra, une série de courses créée en 2003 qui se tient en début du mois de février à Whitehorse, au Yukon, dans le nord-ouest canadien. Les différentes épreuves, à savoir le 100 miles, les 500 km ou encore les 700 km, suivent le parcours de la Yukon Quest, une course de chiens de traîneau réputée la plus difficile au monde et dont le départ est donné
randonnée la veille. Les courses les plus longues, et donc le 700 km auquel tu as participé, Thierry, se déclinent en 3 disciplines, le vélo, le ski de randonnée et la course à pied. Tu étais toi inscrit sur la version course à pied. Cette course, elle se déroule en autonomie complète et elle est souvent présentée comme l'ultra le plus difficile et le plus froid au monde, avec des températures qui peuvent atteindre moins 50 degrés. Cette difficulté, bien sûr, relève de ce froid très rigoureux, de sa distance très longue évidemment, mais aussi de l'éloignement entre chaque point de contrôle. On en compte seulement 9 pour 700 km de course. Bien que les organisateurs mettent tout en œuvre pour assurer le meilleur guidage possible et que la sécurité de chaque participant soit prise très au sérieux, il existe un risque réel d'engelure, d'amputation, d'hypothermie, voire bien pire pour tout concurrent qui se présente sur la ligne de départ. Mais au-delà de tous les risques inhérents à ce type d'épreuve, la Yukon Arctic Ultra est avant tout une formidable et mémorable aventure humaine qui amène à puiser au plus profond de ses ressources mentales et physiques, mais ça tu vas nous le raconter en détail. Avant que tu ne partages avec nous le récit de ta course, petit passage obligé par notre rubrique La question qui pique de Course Épique, une question gentiment piège que j'ai l'habitude de poser à chacun de mes invités. Tu vas le voir, c'est un exercice presque aussi périlleux qu'un trail de 700 km par moins 40 degrés. Pour cette question qui pique, nous allons parler de la ruée vers l'or du Klondike au 19e siècle qui suscita beaucoup de convoitises dans la région du Yukon, le cadre du Yukon Arctic Ultra auquel tu as pris part. Ainsi, de l'or fut découvert dans la région le 16 août 1896. L'isolement de cette zone et le climat extrême empêchèrent la transmission des informations jusqu'à l'année suivante. Lorsque les nouvelles arrivèrent à San Francisco en 1897, elles entraînèrent une véritable hystérie collective et beaucoup d'Américains de la région quittèrent leurs emplois pour partir vers le Klondike en se mettant dans la peau de chercheurs d'or. Voilà ma question qui pique pour toi, Thierry. À la façon d'un organisateur de course, le gouvernement canadien imposa que chaque chercheur d'or emporte impérativement avec lui quelque chose. Est-ce que tu as une idée de quoi il pourrait s'agir ? Oups oui. Alors ça, c'est vraiment une question... C'est pas facile. Elle est pas facile. Ouais, elle est pas mal. Ouais. Pense à ce qu'un organisateur de course pourrait exiger au départ d'une course assez extrême et d'un très long voyage comme celui-là pour aller rejoindre le Yukon. Certainement, peut-être une question vestimentaire, peut-être parce qu'il peut y faire très froid, ou alors peut-être une arme parce que c'est assez hostile. Il y a quand même des animaux sauvages, donc. Alors, je pense qu'ils avaient effectivement besoin de ces deux éléments. Là, en l'occurrence, ce que leur imposait le gouvernement canadien, c'était de transporter avec eux 1 an de nourriture et de vivres pour éviter tout risque de famille. Donc voilà, ça fait un sacré ravito. Oui. Oui, ça fait ça. Oui, un an de ravitaillement. Je ne suis pas encore à ce stade, mais ça doit faire un gros barda à porter, ça c'est sûr. Et à l'époque, je pense pas qu'il y avait de conserve ou de surgelés qui étaient faciles à transporter. Je pense pas que c'était l'usage. En plus de ça, ils devaient transporter leur équipement dont le poids avoisinait fréquemment 1 tonne. Pour la petite histoire, le terrain montagneux et le climat glacial firent que ceux qui n'abandonnèrent pas ou ne périrent pas durant le voyage n'arrivèrent qu'à l'été suivant en 1898. Ainsi, seuls 30 à 40 000 prospecteurs sur les 100 000 de départ arrivèrent à destination et parmi eux, seuls 4 000 trouvèrent de l'or. Cette ruée, elle a pris fin en 1899 lorsque de l'or fut découvert à un autre endroit en Alaska, à Nome. Et donc voilà, de nombreux chercheurs quittèrent alors le Yukon pour cette nouvelle destination riche de promesses. Voilà, c'en est fini de cette question qui pique, qui était vraiment pas simple, Thierry. Mais très intéressant, malgré voilà. Tout, très intéressant. Ouais. On va se plonger maintenant véritablement dans ta course épique. Est-ce que tu pourrais, pour commencer, nous raconter comment s'est présentée à toi l'opportunité de prendre le départ et qu'est-ce qui t'a convaincu finalement de participer à cette Yukon Arctic Trail en février 2019 ? Bon, déjà, c'était, comme je disais en aparté, je suis quand même très friand de nouveaux formats, de nouvelles expériences. Donc, ça s'est révélé avec le Yukon, en regardant un peu, en cherchant des courses extraordinaires qui pouvaient se faire, de toute typologie de courses d'ailleurs. Et celle-là est encore plus particulière parce que tirer une luge, c'était quand même pour moi inconcevable. Hein. On est quand même loin de tout ça. Et j'ai rencontré un coureur sur une course qui avait participé à cette course et qui m'a donné un peu le goût de la curiosité, on va dire, qui m'a donné d'abord la curiosité d'aller voir, et je suis allé voir un peu en rentrant de cette course que j'avais fait au Maroc, et puis en regardant, j'ai commencé à regarder les dates qui se faisaient, et puis quand j'ai vu les dates, j'ai commencé à suivre. Alors bien sûr derrière mon PC, hein, c'est plus simple, il fait moins froid, on est au chaud. Il faut enlever les moufles par contre, sinon c'est compliqué. Ouais, c'est sûr, quand on veut changer ou appuyer sur les touches, c'est plus simple. Mais par contre, j'ai commencé à regarder pendant, je dirais, presque une dizaine d'années, cette course fantastique dans le Yukon, des gens qui, comme tu l'as bien dit tout à l'heure, étaient ou en ski ou à vélo ou à pied, avec des tennis classiques, je dirais, juste qui étaient étanches, arrivaient à faire des distances fantastiques par moins 40, moins 50 par moment. Et pour moi, c'était juste fantastique de faire ça. Et donc, au fur et à mesure, je ne faisais que suivre.
sans m'imaginer que je pouvais y participer un jour, mais malheureusement, à chaque fois qu'il arrive ça, ça mûrit. Quelque part, ça mûrit un peu, et puis un jour, force d'expérience, comme je dis aussi tout à l'heure, à la Spine Race, je rencontre un journaliste, un photographe, hein, qui parlait très bien français, et puis sur le parcours de la Spine Race, il commence à me parler un peu rapidement de cette course au Yukon. On avait pris le temps, je sais pas comment on était venu à cette discussion, et puis je l'ai revu à l'arrivée, et puis il me dit, mais maintenant que tu as fait la Spine Race, il te faut faire le Yukon, hein. Alors c'est vrai, j'avais déjà mûri un peu, et là, Impossible de résister. Non, sur le moment, non, parce que je lui ai dit, non, je suis pas prêt. Franchement, le froid, j'ai aucune expérience là-dessus. Et quand je vois la Spagne, déjà, c'est compliqué. Le froid, je vois vraiment pas. Et là, il me dit, Thierry, tu sais, ce qui est important dans cette course, c'est la préparation et le matériel. Et souvent, ce qui fait l'abandon, c'est justement les mauvais choix, ou de matériel, ou voilà. Donc, déjà, si tu fais les bons choix, tu mets toutes les chances de ton côté pour réussir. Bon, il fallait pas qu'il m'en dise tant. Quand je suis rentré, justement, c'était à peu près un mois après la Spine, le démarrage de Yukon. J'ai regardé, et là, je me suis dit, mais c'est bon, je vais m'inscrire. J'ai eu beaucoup d'émotions quand l'Italien a passé la ligne d'arrivée. J'avais l'impression que c'était moi. J'avais les larmes aux yeux, alors que je connaissais pas du tout cette personne. Je connaissais pas, mais je me suis imaginé l'émotion de passer une ligne d'arrivée après 700 km. Parce que tout à l'heure, dans ton exposé, qui était très détaillé d'ailleurs, je t'en félicite, mais le 700 km ne se fait que tous les 2 ans, quoi. Et je t'ai tombé cette année-là, et je me suis dit, à bout de 700 km, quelle émotion ça doit être d'arriver et de finir une telle course, c'est fantastique. Et voilà, donc je me suis dit, je vais la faire. Dans 2 ans, je me prépare pour faire, bien sûr, cette épreuve ultime. Et comme on m'avait demandé, justement, sur un journaliste, quelques temps après, il me dit, mais pourquoi tu t'es inscrit directement sur les 700? Tu aurais pu faire le 100 miles ou les 500 km. Et moi, j'avais répondu un peu façon ma icône et mon icône, quoi. Et j'ai dit, j'aurais regretté en rentrant chez moi de me dire, est-ce que je suis capable de faire les 700, quoi. Et donc, pendant ces 2 ans, comme je le disais, je me suis préparé en faisant d'abord une première course en Laponie la première année pour justement tester du matériel, voir un peu mes aptitudes, voir un peu comment je pouvais fonctionner. J'avais pris beaucoup de matériel d'ailleurs sur la Laponie dans ma luge pour faire des tests, hein. Alors bon, j'avais fait 4e à ce moment-là, mais c'était vraiment anecdotique parce que c'était pas l'objectif. L'objectif, c'était vraiment de prendre de l'expérience. Mais ça m'avait plu. Mais on était quand même très loin des moins 40 puisqu'on était à moins 20, moins 25 sur le parcours, ce qui est déjà pas mal. Et c'est comme ça que je me suis préparé, que je suis venu justement au Yukon Arctique. Ta préparation, ça a été un long cheminement évolutif pendant 2 ans pour une montée en puissance jusqu'au départ en février 2019. Est-ce que tu peux nous parler, selon toi, des qualités physiques, organisationnelles, psychologiques qui sont indispensables pour s'engager et imaginer réussir à atteindre la ligne d'arrivée d'une telle course? Ma première surprise, c'est quand je suis sur place, c'est le niveau physique qu'il faut. Heureusement que j'ai fait beaucoup de renforcement musculaire, beaucoup de renforcement musculaire. En voyant comment faisaient les autres coureurs, hein, en tirant un pneu, en faisant en soulevant des charges un peu lourdes. Et heureusement que j'ai fait ça parce que je m'attendais effectivement, j'avais vu ça en Laponie, mais c'était quand même plus plat. Et là j'étais surpris par le fait de tirer la puissance physique qu'il fallait pour tirer la luge. Alors pas partout, bien sûr, quand on était sur des grands lacs gelés, c'était pas un problème, ça glissait assez facilement, mais quand on sortait sur les berges ou qu'on passait dans les bois, il fallait quand même user de sa force pour arriver à tracter cette luge qui faisait, je dirais, entre 15 et 20 kilos, quoi. Donc c'est pas très lourd, certes, mais au quotidien, tirer ça pendant une vingtaine d'heures par jour, c'était très physique. Et j'étais surpris dans les premiers temps, parce que le premier temps, on sort souvent de la rivière ou des lacs, et de ce niveau physique. Donc ça a été ma première surprise, quoi, quand j'étais sur le Yukon, de voir, heureusement que j'avais fait une préparation, je dirais, physique un peu intense, qui m'avait permis d'appréhender ça. Et je crois que dans les premiers temps, même les quelques abandons qu'il y a, c'est aussi l'épuisement physique qui crée aussi cet abandon, quoi, parce que on a mal peut-être appréhendé cet effort assez incroyable, quoi. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'organisation de la course en elle-même? J'ai planté un peu le décor de façon globale, mais est-ce que tu peux nous raconter les conditions d'autonomie, la logistique, toute la partie guidage et également les points de contrôle, la façon dont ils étaient répartis? Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu plus de détails sur tout ça?
L'organisateur qui est déjà un germanique et donc qui est très rigoureux dans sa préparation, lui c'est quand même tout aux petits oignons, je dirais, mais on est dans un milieu très hostile, donc il peut avoir de la super organisation. C'est nous qui sommes devant nos dangers. On voit personne pendant très longtemps, comme tu disais tout à l'heure, ça peut arriver jusqu'à 80 km, même plus, puisque sur le 700 on a des moments jusqu'à 100 km sans voir personne, et donc on est livré à nous-mêmes. Donc il y a une très bonne organisation. L'organisateur d'ailleurs nous fait quelques Skype en vérifiant notre niveau d'anglais. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir si on parle anglais, mais qu'on comprenne les consignes pendant la course et qu'on comprenne surtout les consignes du médical pour vérifier un peu avec eux nos aptitudes à continuer. Donc une organisation assez rodée, assez carrée, et malgré tout, il y avait eu un accident l'année avant où Roberto Danta, le pauvre, a eu un accident et il a perdu les jambes et une partie d'un bras et un bras pratiquement entier qui a été amputé. Donc malgré tout, malgré qu'il y ait une organisation terriblement rigoureuse, il peut y arriver à l'accident. Et comme on nous disait, parce qu'on fait un stage de survie, quand même, c'était obligatoire de l'année où j'ai été, parce que suite à cet accident, il a voulu durcir un peu la partie sécurité. Et comme on nous disait dans ce stage de survie, si vous avez un problème, ne comptez pas sur les autres, comme c'est souvent dans la vie de tous les jours. Donc, comptez sur vous-même, vous avez toutes les réponses dans votre luge. Faut-il savoir les utiliser ? Et c'est vrai que c'était ça qui m'a hanté pendant ces 9 jours, parce que je me disais, mais ces mots, ils revenaient en boucle. Si Thierry, tu as un problème, toutes les solutions elles sont dans la luge. Donc, il fallait avoir sa lucidité pour les utiliser. C'est ce que j'allais dire, la lucidité, c'est vraiment le point clé. Et il y a aussi une notion d'urgence et de pouvoir mettre les choses en œuvre très rapidement, puisque parfois, quelques minutes suffisent pour que la situation tourne mal. Donc, vous êtes dans l'urgence aussi de prendre la bonne décision et il faut avoir la lucidité pour. Tout à fait. Si on tombe dans l'eau, il y a 10 minutes pour trouver une solution. Sinon, c'est fini. Donc, on a tout le matériel nécessaire pour arriver à faire un feu. On a une scie pour couper du bois s'il y a des bois à proximité. On a tout le matériel si ça marche pas avec du feu. Si on marche pas avec des allumettes, on a un réchaud. On a tout ce qu'il faut pour se devenir très rapidement à notre sécurité, à d'éventuels problèmes qu'il pourrait y avoir. Maintenant, le plus important, c'est d'être lucide pour le faire. Et c'est ça, en fait, que l'organisateur a voulu dire quand il disait je veux savoir votre niveau d'anglais, c'est qu'il posait des questions pour voir notre lucidité. Parce que quand on avait des informations, il fallait qu'on puisse les comprendre. Dans les échanges qu'on avait eus préalablement à cet entretien-là aujourd'hui, moi j'avais été frappé quand tu m'avais dit que voilà, les équipes de sécurité ne pouvaient pas intervenir la nuit. En gros, si vous arrivait quelque chose, la nuit tombée, vous étiez plus que jamais largué et face à vous-même. C'est pour ça que en fait, je dis il y a tout dans ma luge parce que effectivement la nuit c'est trop dangereux il y a eu un accident très grave l'année dernière, d'ailleurs des Français qui sont allés dans un lac au Yukon et qui sont morts parce que justement ils n'avaient pas vu l'épaisseur de la glace. C'est très dangereux pour eux, même s'ils sont sur un chemin qui est pratiqué et qui est pratiqué par les mushers comme tu l'as cité, mais aussi par des motoneiges. Mais c'est très facile, comme c'est à peu près toujours pareil, c'est blanc partout. Donc la nuit on a des difficultés pour voir vraiment le chemin et il suffit qu'ils sortent un peu du chemin et là c'est directement l'accident. Donc ils prenaient pas de risque. On savait, on avait signé une décharge pour dire que le soir, à partir que la nuit tombe, on était livré à nous-mêmes, même si on déclenchait la balise, ils ne venaient pas nous chercher. Ça, on le savait et on avait conscience de tout ça. J'en avais conscience et il faut faire avec. C'est comme ça. Et oui, c'est de la course, mais c'est un peu de l'expé parce qu'on est livré à nous-mêmes dans ces moments-là. Vous étiez à peu près une quarantaine à prendre le départ du 700 km, oui. C'est ça, en tout cas dans la version coureur. Est-ce que toi, tu viens pour chercher la victoire ou c'est pas nécessairement l'objectif affiché ? Alors pas du tout, même si je suis un compétiteur, j'aime la compétition, j'aime me surpasser, j'aime tout ça. Ça c'est mon leitmotiv là aussi, mais j'aime ça. Mais sur cette course, j'y vais d'abord par rapport à l'accident qu'il y avait eu l'année avant, j'y vais avec beaucoup de... J'avais promis surtout à mes enfants et à ma famille que je prenais pas de risques, que je ferais vraiment ce qu'il faut pour arriver entier. Donc ça, c'était vraiment très important pour moi. Et puis j'y vais, c'est une découverte pour moi. J'ai fait juste une petite course en Laponie, avec pas les mêmes conditions. J'ai aucune notion, donc bien sûr que j'étais très très loin de m'imaginer. Puis j'avais vu en Laponie qu'il y avait des gens très spécialisés là-dedans, donc j'étais loin d'imaginer que je pouvais faire quelque chose. Après, moi, je suis un compétiteur, je me mets toujours dès que je peux, j'essaye d'avancer et user de mes forces, de mes forces mentales, physiques un peu, mais aussi mes forces. Par exemple, je dors peut-être un peu moins que les autres, donc tout ça, c'est des forces quand ça dure plusieurs jours.
Comment ta famille et ton entourage pouvaient te suivre? Est-ce que c'était possible pour eux de te voir évoluer à distance? Ouais. Au même titre que moi, quand j'ai suivi les coureurs pendant quelques années, on avait tous une balise spot qui nous permettait de nous localiser. Et donc, c'est chouette parce que c'est interactif, comme beaucoup de courses de nos jours de cette typologie, où ça nous permet de faire vivre aussi aux gens qui sont derrière leur écran, et notamment là, quand c'est dans des milieux très hostiles, de ma famille, de pouvoir me suivre, voir un peu mon évolution, quoi. Alors, c'est à double tranchant, parce que quand je suis resté bloqué 8 heures, parce que c'était obligatoire sur une certaine zone, quand ils ne m'ont pas vu redémarrer et que j'étais obligé de rester 4 ou 5 heures de plus, je ne me souviens plus, mais au même endroit, ils se sont posé des questions. Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, il a un blocage, est-ce qu'il est arrivé? Alors heureusement, j'étais dans une zone où il y avait un poste de contrôle, donc ils n'étaient pas très inquiets, mais tout le long, ça leur permet aussi de pouvoir me suivre, me voir toujours en mouvement, et pour tout mon entourage et tous les gens qui me suivent depuis quelques années, ça permet aussi de faire vivre la course par cette balise qui nous suit en permanence. Et d'ailleurs, c'est une obligation aussi du règlement d'être très proche de la balise, de jamais se décrocher si ce n'est pour dormir, mais il faut qu'on soit toujours à proximité de notre valise, quoi. On est à quelques heures du départ. Qu'est-ce que tu ressens? C'est de l'appréhension, c'est de l'excitation, c'est un mélange un peu de tout ça? C'est pire que ça parce que le jour avant, il y a les mushers qui démarrent leur course, qui fait 1600 km, eux, pour l'histoire. Je vais voir le départ de cette course. Je voulais faire des vidéos pour les enfants qui me suivent, donc je vais pour les voir. Et à mi-parcours, pourtant j'avais des gants, mais j'avais pas forcément les gros gants, mais j'ai les doigts gelés. Et je suis obligé de revenir très rapidement à mon hôtel pour récupérer d'autres gants. Et puis, alors là, le doute, là, déjà que j'étais pas très. On a toujours un doute quand on fait ce genre de course, mais alors là, c'est un gros pire parce que je me dis, mais c'est pas possible, tu peux même pas faire 2 km pour aller voir le départ, il te faut rentrer vite en courant. Comment tu vas faire 700 km? Donc, je pars pas dans des conditions optimales, je dirais mentalement, pour me dire, oula. Et il faisait certes moins 38 à ce moment-là, mais je savais, parce que j'avais regardé la météo, que c'était les mêmes conditions qu'on allait avoir le lendemain, le jour de mon départ. Donc, j'étais pas très très heureux ce jour-là, mais d'autant plus le jour du départ, parce que je savais que quand j'allais partir, là, c'est fini. Je peux pas retourner à mon hôtel pour aller chercher des gants ou aller chercher de la chaleur, quoi, hein. Sur le départ, c'était beaucoup d'incertitudes sur mes capacités, mais une envie folle de découvrir les choses. Ça, c'est une certitude, surtout quand on se prépare depuis 2 ans. J'étais, comme on dit, mort de faim. Est-ce que tu t'étais fixé un plan de course? Et si oui, comment est-ce que tu imaginais gérer les points de contrôle, la nuit, ton sommeil, ton alimentation? Comment est-ce que tu avais mentalisé tout ça et imaginé que la course allait se dérouler? Et quel était ton plan de marche personnel? Mon plan de course, il était dans ma cuisine. Il était affiché depuis bien longtemps, presque un an. Et j'avais tronçonné comme je fais souvent, j'avais tronçonné tout mon parcours. Il était déjà enregistré dans ma tête et il a été tronçonné de façon à ce que je m'étais dit, il y a des points de contrôle tous les 80 km à peu près. Il faut que je fasse un point de contrôle par jour. Une fois par jour, il faut que je sois au chaud ou que je vois quelqu'un pour voilà. Ça va être ça mon orientation sur ma préparation, et je l'ai affiché dans ma cuisine, donc tous les matins, tous les midis quand j'étais là ou le soir, j'avais ça devant les yeux avec mon parcours, et je me suis préparé déjà mentalement à faire ce genre de choses. Et après, je savais pas si j'en étais capable, parce que j'avais quand même regardé tous les plans de course de tous les coureurs. Voilà, j'avais regardé et je savais que c'était quand même très difficile à atteindre, puisque la plupart, c'est pas ce qu'ils faisaient. Mais tant pis, moi je m'étais donné comme objectif d'atteindre un point de contrôle au moins par jour. Et voilà, c'est ce que j'ai fait pratiquement. Alors peut-être pas dans les décalages que j'avais, parce que bon, je fais des plans de course très, très construits, avec presque à l'heure près. Maintenant, ça c'est dans La mon lit théorie. quand je fais, voilà. Mais quand je suis sur le terrain, c'est autre chose, quoi. On s'adapte. Il faut savoir s'adapter et pas se bloquer, parce que justement, c'est au même titre que je disais tout à l'heure pour les plans d'entraînement. Il faut savoir se donner une orientation, se donner un objectif, se donner des temps de passage. Ça, pour moi, c'était important, parce que ça me projette dans la course et ça me projette sur ce que je voulais faire. Mais j'étais pas à 9 jours, hein. Sur mes courses, j'étais un peu plus, hein. J'étais plus longtemps que ça, hein. Et voilà. Donc ça s'est fait au fur et à mesure du chemin. On est le 4 février 2019, ça y est, le départ est donné. Est-ce que tu peux nous parler de cette première journée qui a été un savant mélange d'adaptation, de surprise et puis d'une indispensable vigilance? Première phase, c'est la découverte. Je découvre.
Je découvre quelque chose, je découvre des coureurs, je découvre le parcours, je découvre un peu le fonctionnement du Yukon, qui est quand même différent de la Laponie, avec une structure malgré tout, parce qu'il y a quand même des gens sur le parcours. Je découvre aussi les contrôles très rapides au bout du 15e kilomètre pour vérifier si on n'a pas déjà des engelures. Donc ça, je découvre ça. L'adaptation, c'est la première journée, c'est l'adaptation, commencer à s'adapter. Je m'aperçois très rapidement qu'en mouvement, j'ai chaud à mes extrémités, et ça c'est très important. Ça veut dire que j'ai une capacité à fournir de la chaleur, et ça c'est des choses qui paraissent anodines, mais pour moi qui était une découverte là quelque part. Donc première journée, dans les premiers temps, la première journée d'ailleurs, c'est l'adaptation et la découverte. Voilà, jusqu'au premier marathon, et puis ensuite, on continue le chemin, on voit que ça se passe pas trop mal et on continue. En étant attentif quand même et compte tenu de l'accident que tu mentionnais de Roberto l'année précédente et du contexte, tu es quand même aussi, je ne sais pas si c'est dans la retenue, mais en tout cas très attentif à ce que tu ressens. Je suis dans la retenue plus ou moins parce que je suis un compétiteur, donc j'essaie toujours d'avancer. Comme je vois que je me réchauffe, que je suis pas mal, j'avance. Je me trouve dans les 3 premiers très rapidement. Voilà, de ma catégorie, je dirais, des gens qui faisaient le 700 km. Il y avait des gens qui faisaient le 160 qui étaient un peu devant, mais pas beaucoup, il y en avait 3 ou 4. Des gens qui faisaient le marathon, bien sûr, qui m'ont doublé au fur et à mesure du temps, mais c'était pas grave. Et quand j'ai passé le marathon, il y avait un peu moins de monde. Et quand j'ai passé le marathon, là, on était à peu près à 3-4 heures l'après-midi. Et puis dans une côte, j'avais un seul coureur devant. Puis après, j'avais quelqu'un qui faisait du ski qui était derrière, l'Italien d'ailleurs qui avait gagné 2 ans avant. Et là, dans une côte, je le vois à 17-18 heures à peu près, je le vois en train de déjà manger, donc s'arrêter, sortir le réchaud et tout. Je dis, écoute, je vais passer, je vais pas attendre qu'il ait fini de manger. Et puis je me suis trouvé donc premier coureur du 700, donc déjà dans la première journée entre 17 et 18 heures. Et première période donc de découverte, d'adaptation, et puis deuxième période, c'est la surprise, de me trouver assez rapidement devant le coureur. Donc je m'arrête au premier poste de contrôle, enfin deuxième poste de contrôle puisqu'il y avait le marathon, deuxième poste de contrôle. Là c'est qu'une tente, donc on doit dormir dans notre duvet d'entrée le premier jour. Je pensais que alors j'avais peut-être pas bien lu, mais je pensais qu'on avait un point chaud, mais non, il faut rester dehors et il fait très froid comme je l'avais dit. C'était la première journée. Vous êtes autorisé à dormir sur les points de contrôle? Comment ça se passe? Il y a des points de contrôle, on est autorisé. Il y a des points de contrôle, on n'est pas autorisé. Alors, autorisé, on est toujours autorisé à dormir autour du point de contrôle. Ça, il n'y a pas de sujet. Mais il y a des points de contrôle où dedans, il y a du chauffage. Et il y a des points de contrôle, ceux-là, on peut dormir. Et quand c'est des structures qui peuvent nous accueillir, on peut dormir. Mais notamment celle-ci où on devait dormir, il n'y a rien. C'est une tente. Et moi, je crois que je peux dormir même sur la chaise. Non, on me dit dehors. Je n'avais pas forcément trop compris un peu le fonctionnement. Donc, j'étais obligé de me mettre dehors. Je sors mon duvet, je me suis mis là. Et là, j'ai commencé à faire ma première nuit qui faisait 1h30, quoi. Voilà, 1h30 de sommeil, c'est très léger. Je me lève et voilà, il faisait très très froid, c'était très humide, c'était bizarre. J'étais pas forcément très bien, c'est l'adaptation. On est en train de s'adapter, mon corps est en train de rentrer petit à petit dans la course. Et puis là, je redémarre pour atteindre le soir, en espérant atteindre le soir le premier 160 km, quoi. Voilà, donc je continue, très technique le chemin, très peu de rivières, très peu de lacs, très physique comme je l'ai dit à un certain moment. Là, il a fallu que je tire ma luge, c'était éprouvant. Et puis dans la nuit, je sais pas exactement, mais vers 10h, minuit, je suis arrivé au premier Sam Maïs. Là, je vois dans le premier Sam Maïs le coureur italien qui était en ski, qui était le seul qui était sur le 700 devant moi. Donc moi, je ne me suis pas préoccupé de lui puisqu'on n'était pas dans la même catégorie. Je l'ai laissé faire. J'avais personne qui était sur le 700 en même temps que je me suis arrêté à ce poste de contrôle au 160 km. Il y avait 2-3 coureurs qui étaient arrivés du 160, puis aucun du 500. Et donc, voilà, nous, on n'était pas beaucoup dans le poste de contrôle. Je me suis mis à dormir là aussi puisque c'était l'autre nuit. Je me suis dormi 1h30, pareil. La nuit tombe à quelle heure? En gros, le soleil se lève à quelle heure? C'est quoi l'amplitude? 17h, il fait nuit. 17h, il fait nuit jusqu'à 8-9h le matin. D'accord. Donc, c'est des très longues nuits. C'est long, hein. C'est long et c'est la difficulté la nuit parce que la nuit, c'est là où plus on va aller dans la course, plus la lucidité va être difficile à gérer et surtout la vision. La vision, elle est plus difficile sur le chemin parce que c'est tout blanc et aussi les hallucinations. Ça, les hallucinations tous les jours, on avait l'impression qu'on n'était pas seul parce que comme les arbres sont courbés par le poids de la neige, étant courbé venant sur le chemin, ça donne avec l'imaginaire, on voit énormément de choses et même si on sait que c'est faux, on n'est pas seul, quoi. T'as vu le Yeti ou pas?
Alors, j'ai pas vu le Yeti, mais il devait y être. Hein. Oui, bah oui, c'est sûr. Ouais. Moi, j'ai des photos où on le voit. Ouais. Voilà, donc je repars dans cette journée et puis je traverse des lacs mais très très froids. Là, je suis gelé. Je suis gelé. On a une veste, il faut savoir, dans la luge qui fait 800 grammes de plume d'oie, qui est obligatoire, qui est une veste très épaisse. Sauf qu'on peut pas la mettre quand on court. C'est ça aussi, ça fait partie du règlement. Pourquoi? Parce que c'est une veste ultime si vraiment il fallait qu'on s'arrête pour et qu'il fait très froid. Bon, je le sais. Pendant 5 minutes, je suis obligé de la mettre tellement que j'ai froid. Et je me dis, disons, je sais pas ce qui se passe pour que j'ai aussi froid que ça. Mais en fait, j'étais en plein vent dans un lac et je suis obligé de la mettre, mais je repars rapidement en l'enlevant et en repartant parce qu'en fait, ils veulent pas qu'on transpire avec. C'est surtout pour ça, parce que comme elle est très épaisse, elle n'est pas faite pour être en mouvement, quoi. Ou alors vraiment dans des conditions vraiment terribles. Voilà, donc l'organisateur n'avait pas voulu qu'on la mette, celle-ci, juste pour quand on est arrêté. On est sur des températures qui sont de l'ordre de moins 40 toujours à ce moment-là? Alors non, elle baisse un peu. Là, on est, je dirais, au bout du troisième jour, là, on était plutôt à moins 25, moins 28. C'est plutôt le ressenti. Il y avait beaucoup de vent. On n'avait pas de protection dans une première partie où il y avait beaucoup de lacs. Après le 160, c'est énormément de lacs et de rivières. Et là, le vent, il nous rentre, il traverse tout le vêtement. C'est horrible. Il fait très, très froid. Il fait très, très froid. Et là, je galère jusqu'à la nuit. Et dans la nuit, je vois un phare arriver alors que j'avais vu personne toute la journée. Un phare arriver devant moi et c'était l'Italien à ski qui était le seul que j'avais devant d'ailleurs, qui était en déperdition totale et qui venait sur moi et qui me dit c'est dans l'autre sens. Je dis non, pour moi c'est devant toi. Et lui il avait commencé à perdre de la lucidité là. Je dis oups là, il est pas très bien. Je dis suis-moi, il me suit parce que je pense qu'il était pas bien donc il me fait confiance et il me suit. Pourtant il a une sacrée expérience. Lui ça fait longtemps qu'il le fait. Et donc on arrive au poste de contrôle ensemble. On n'était pas très loin, on était à 3-4 km. Et là quand on arrive à ce poste de contrôle, bon, déjà, je commence à pas très bien, j'avais pas m'alimenter. Puis là, pareil, une tente. Là, c'est pas un point chaud, on peut pas dormir la nuit, faut dormir et on est en plein vent. Et là, je suis gelé pour dormir, mais bon, je me dis, bon, on n'a pas le choix, et c'est comme ça. Et je suis au Yukon, c'est pas, et tu vas pas dormir au chaud tous les jours. Donc voilà, on est rejoint par le deuxième dans le cours de la nuit, Christopher Thatcher, là, qui est deuxième coureur qui était dans la même catégorie que moi. Bon, peu importe, on est tellement loin de l'arrivée. Et là, le lendemain, je me réveille avant tout le monde, je pars, mais c'est pas une volonté, c'est juste que moi, j'avais mon plan de course, je dormais très peu, je repartais. Quand je me réveille, je suis premier en fait de toutes les catégories. C'est la première fois que je suis premier, que ce soit des vélos, des skieurs ou des coureurs. Là, il n'y a plus d'ambiguïté, j'ai plus personne devant, il n'y a personne du 500, il y a que moi du 700. Et là, je commence à être devant. Et là, ça sera la première fois que je me trouve aux avant-postes. C'est un drôle de moment. C'est un drôle de moment parce que bon, je n'étais pas venu pour ça, comme je l'ai dit, mais je vis le moment. Hein. Je suis un compétiteur. Je suis On très, est à très quel heureux. kilomètre à ce moment-là, Thierry? On devait être à 260 plus que 80, ouais, on devait être à 230 km à peu près 230 km, entre 230 et 250 quand je repars. Et donc, je ne m'enflamme pas, mais c'est toujours une émotion de se trouver devant. Donc, surtout pour moi, qui ne suis pas coutumier du fait non plus. Donc, je trouve ça extraordinaire. Et puis là, ça y est, je commence à enclencher, commence à me motiver, ça me donne de l'énergie supplémentaire. Sauf que je vois quand même, il y a des gros pas à côté de moi, très réguliers d'animaux. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Et peut-être un manque de lucidité et surtout d'expérience. La patte était tellement grosse que je me suis dit, mais c'est pas possible, ça a l'air d'être un ours. Et c'est bien après que j'ai bien compris que ça n'était pas un, c'était puisque j'avais reconnu après le fameux ongle du loup, mais qui devait être sacrément gros parce qu'il y avait des pattes énormes. Et donc je regardais quand même, j'étais tout seul, je regardais quand même devant, derrière, voir s'il n'était pas quand même assez proche, parce que les pattes, bon, il y en avait quand même, ils suivaient le chemin, mais des fois ils sortaient du chemin, et j'avais l'impression que ça revenait derrière, devant. Et donc j'étais très attentif quand même. Bon, c'est des milieux que je connais pas, donc et voilà, donc l'imaginaire éteint là, et puis bon, on voit quand même des films, on voit des reportages, donc on sait qu'il y a quand même de la faune. Les ours, on sait qu'ils hivernent, mais on se dit toujours, pourvu qu'il n'y en ait pas d'insomniaque. Et voilà, donc c'est... Vous étiez armé? Voilà. Je ne sais plus si dans la Non, luge... on n'était pas armés, on avait juste un couteau, mais enfin moi j'avais un couteau, mais bon, franchement, donc, voilà, on n'est pas armés. Bon, franchement, il n'y a pas d'histoire d'attaque ou quoi que ce soit. Voilà. Avec le recul maintenant, je sais que voilà, il n'y a pas les ours, ils hivernent bien. Pour en avoir discuté avec les gens du Yukon, ils hivernent bien. Ils sont dans des zones un peu retirées du chemin, le fameux chemin. Donc voilà, je continue mes chemins. Je passe de poste de contrôle en poste de contrôle. Au kilomètre 300, bah, tu trouves refuge dans un gymnase où il t'arrive une Là, étonnante mésaventure. c'est incroyable ce gymnase. Il fait une chaleur quand j'ouvre le truc. Alors on pourrait être content parce qu'on vient du froid, mais
Non, c'est juste oppressant. La chaleur, elle est tellement forte que je suis pas bien, quoi. J'arrive pas je suis en slip, torse nu dans le gymnase, mais je suis toujours pas bien. J'essaye de manger, j'arrive pas. Je veux dormir, j'y arrive pas. Et là, je manque de lucidité parce que j'aurais dû dormir sur le devant. J'aurais été protégé, mais dehors, le devant, juste la pente qu'il y avait, à l'extérieur, et j'aurais pu dormir parce que c'était un point où souvent les gens ils dorment assez longtemps. Mais moi je décide et je dis bon mais j'arrive pas à dormir, j'arrive pas. Je téléphone à mon épouse et je lui dis mais écoute j'arrive pas, je vais partir. Et non il te faut te reposer, mais non je vais partir. Ça sert à rien que je reste puisque je suis inutile et j'avance pas. Enfin j'avance pas, j'arrive pas à me reposer. Et je suis parti. Et là je suis parti et je pense que à partir de là j'ai commencé à creuser un peu le trou sur les autres derrière et je commençais à créer une distance entre eux et moi, mais pas par volonté, c'était surtout parce que je pouvais pas rester là à un endroit où je pouvais pas dormir. Est-ce qu'il y a une forme de routine qui s'installe justement là entre le kilomètre 300 et le 500, le kilomètre 500 qui est à Pellifarm, qui va être un point clé aussi de la course? Est-ce que les journées se ressemblent? Est-ce que toi tu es usé mentalement aussi de tout ça? Je commence à être rentré un peu dans la routine de j'avais structuré ma course, ça commence à rentrer dans le moule le fait que je arrive à faire un poste de contrôle par jour. Donc ça, c'est acté, c'est bon. Et l'habitude est là. La température se maintient à des températures raisonnables de moins 25, moins 28 et c'est gérable pour moi. Je me dis, pourvu que ça tienne encore longtemps parce que moins 40, c'est terrible. Et là, je suis bien là. Je suis pas mal. Bien sûr que je suis fatigué, je suis épuisé parce que c'est difficile de faire entre 18 et 20 heures d'efforts par jour. C'est compliqué. Mais j'avance toujours et on peut dire oui effectivement c'est pas une routine mais c'est quelque chose d'assez facile à gérer je dirais par rapport à la difficulté du départ. Est-ce que tu peux nous parler juste de la nuit et l'histoire du duvet ou de la tente? Techniquement et concrètement, comment ça se passe? Est-ce que tu dois te changer? Enfin, quel temps tu as pour te glisser dans ton duvet? Parce que j'imagine que chaque seconde compte. Comment est-ce que tu fais pour pas mettre de neige dedans? Enfin voilà, comment est-ce que se gère plus spécifiquement ce point-là sur la gestion de la nuit et du sommeil quand tu es obligé d'être dehors? Quand j'ai décidé de dormir, je me prépare je mets un petit peu de temps pour me préparer dans ma tête déjà parce que tous les mouvements vont être importants. Quand on a décidé de dormir, il faut aller très vite. D'ailleurs, j'avais pris le parti moi, de rentrer dans un sursac et non pas dans une tente, justement pour aller très vite. Et ça, c'était l'expérience des autres coureurs qui m'avaient donné. J'avais envoyé des messages à plusieurs coureurs et ils étaient unanimes là-dessus. Il faut aller très vite quand tu as décidé de dormir. Donc, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais mon matelas qui était enveloppé, qui était directement déjà sous mon duvet, et tout ça était enveloppé d'une poche qui est étanche, quoi, qui s'appelle un bivy bag là. Donc tout ça, je l'avais mis, j'avais tout enroulé ensemble. Et quand j'avais décidé, donc je me préparais mentalement longtemps avant, parce que quand j'allais décider de m'arrêter, comme je suis quand même en tennis avec un pantalon de randonnée un peu épais bien sûr, mais un collant dessous au de l'eau, à moins de 30, et avec la fatigue étant, il faut aller très vite. Donc quand j'avais décidé, je savais que j'avais moins de 5 minutes pour entrer dans mon duvet. Et quand j'allais très rapidement, je défaisais mon sac, je gonflais, alors on gonfle pas les matelas avec la bouche parce qu'on mettrait trop d'humidité, ça blesserait le matelas, ça l'endommagerait d'ailleurs. Et du coup, on a une poche qu'on remplit d'air et on pousse l'air dans ce matelas. Donc là, c'est là le plus long, il faut gonfler l'air. Par moment, j'enlevais mes chaussures quand je le pouvais et quand j'étais vraiment très épuisé, qu'il fallait vite que je rentre dans mon duvet, je ne les enlevais pas. Et quand on les enlève, il ne faut pas les mettre sur le côté, il faut les mettre sur soi parce que la première nuit, je les avais enlevés, je les avais mis sur le côté. J'avais eu du mal à les remettre parce qu'ils avaient gelé avec l'humidité, de la transpiration et tout. Donc du coup, quand il faut aller très très vite dans ces mouvements et à la prise de décision, il faut agir de suite. Et là, on se met dans notre duvet. Alors moi, j'avais pris aussi une poche encore pas thermique, mais qui crée justement une épaisseur de plus, mais pas pour l'épaisseur, mais ça fait une lame d'air qui nous permet de suer un peu plus. Et le fait de suer, ça nous permet aussi de nous réchauffer. Donc j'avais pris ça dans les premiers temps. Après, j'avais trop de fatigue dessus pour la mettre parce que c'est toujours de l'énergie de mettre une poche supplémentaire. Et puis, comme je disais, il faut aller très vite. Et là, on se met dans notre duvet. Donc là, on va vite, on se met dans notre bivy bag et puis on doit dormir. Hein. Il faut dormir le plus vite possible. En général, on le fait, c'est quand on est on est épuisé, quand on a vraiment un sommeil. Bon, malgré tout, quand il fait très froid et qu'on est dehors, et on ne dort pas très très bien. Malheureusement, on ne dort pas très bien. Même si on est épuisé, on fait des micro-sommeils, on se réveille très régulièrement. Je vous avoue que je ne mettais jamais le réveil, j'en avais pas besoin. En fait, moi, je
Je suis comme ça en général sur les courses, même quelles qu'elles soient, dans le désert ou autre, j'ai jamais besoin de mettre le réveil. Je me réveille machinalement. Quand j'ai décidé de me réveiller, si je me dis que je dois 1 heure, ben, je me réveille au bout d'1 heure. Je sais pas comment ça se fait, mais je suis comme ça. Je dois somnoler plus que dormir. Et voilà, donc je décide de dormir 1 heure et demie. J'avais testé 1 heure. J'ai vu que 1 heure, c'était pas suffisant. De suite, je commençais, parce que quand je me réveillais, que je faisais qu'1 heure comme par moment, parce que je pensais que c'était gagner du temps. Et quand je me réveillais, ben, je divaguais un peu. Les hallucinations arrivaient plus vite. J'arrivais jamais à rester sur le chemin. Donc, 1 heure et demie était pour moi, personnellement, le bon format de temps imparti au sommeil. Ça m'est arrivé de faire ça plusieurs fois dans la nuit, mais en général, c'était quand même 1 heure et demie, une fois par jour. Et après, dans les postes de contrôle, un petit peu de sommeil pour pouvoir me récupérer dans un point chaud. Donc là, on est aux environs de kilomètre 500. Tu arrives à Pellifarm, qui est le dernier stop dans ce qui s'apparente à la civilisation jusqu'à l'arrivée. Alors là, à Pellifarm, donc déjà, je suis content parce que c'était un objectif primordial parce que je sais qu'à Pellifarm, j'ai un stop de 8 heures obligatoire. Donc ça veut dire que quoi que, même si je suis dans la compétition, tout le monde s'arrêtera et mettra 8 heures. Donc à partir de là, je sais combien je vais faire de différence avec les autres coureurs qui sont derrière moi, dont l'Américain Christopher Tutcher. Et là, je prends le temps de me ravitailler. En plus, les gens ils sont fantastiques dans le Pellifarm. Donc je m'alimente à outrance. On avait des pains, bah, c'était pas des pancakes, on avait des lasagnes, mais je me dis, mais quand je vais arriver à manger ça, puis en fin de compte, je me suis forcé à manger énormément. Je vais dormir, je dors un maximum de temps parce que justement, j'avais besoin quand même de récupérer avec le peu d'arrêt que j'avais fait. Et puis je me réveille, quand je me réveille, juste Christopher Tutcher arrive, donc je savais que j'avais 8 heures presque d'avance, 7 heures, puisque je m'étais un peu levé un peu plus tôt, 7 heures à peu près d'avance. Et là, l'organisateur, enfin, les gens sur le point de contrôle me disent que l'organisateur venait de les appeler et qu'il refusait mon départ pour l'instant parce que, comme je disais un peu tout à l'heure, il y avait la motoneige qui n'avait pas sécurisé l'avant de la course comme c'était la nuit et qu'il fallait d'abord qu'on sécurise à cet endroit-là qui était un peu peut-être faible en épaisseur de glace et surtout c'est des passages un peu délicats. Il fallait qu'on aille sécuriser l'avant de la course avant que je puisse passer. Donc mais j'étais content quand même parce que il m'avait dit que justement le temps imparti me serait glorifié justement à la fin et que bon ça changeait rien par rapport aux 8 heures. Il serait juste soustrait à la fin de l'épreuve. Et puis là, je me remets à manger, je me remets à déjeuner, donc je remange encore, je fais le nécessaire jusqu'à ce que je puisse partir, quoi. Je récupère un maximum. Et quand je repars, là, ça me donne une énergie terrible. Là, je repars, on aurait dit que j'avais plus que 100 km à faire, sauf que là, j'ai 260 km encore à faire. Et sur les 260 km, il y a un poste de contrôle. À partir de Pellifarm, j'ai 100 km pour arriver au prochain poste de contrôle. Et ça, c'était la première fois que j'avais autant de distance pour y arriver. Donc, et ça veut dire que tu dors nécessairement à la Belle Étoile? C'est ni poste de contrôle, ni visite de quoi que ce soit, ni rien. Je vais être seul pendant 100 km. Alors, c'était une anxiété quelque part parce que, bon, déjà, je commençais à être fatigué, mais en même temps, c'était une zone un peu, on nous l'avait dit, qui était assez froide. Et ça s'est pas menti. Effectivement, dans la nuit, il a fait très froid. J'avais un thermomètre qui était scotché à ma luge et à cet endroit-là, il pouvait aller jusqu'à moins 40 et il a explosé. Donc, est-ce que c'est un choc? Est-ce que c'est le froid qui était terrible? Là, j'ai pas pu dormir, même dans mon duvet cette nuit-là, impossible. Il a fallu que je reparte. J'étais pétrifié de froid dans cet endroit-là. Pas pourquoi. C'était une zone vraiment très, très froide. Et là, donc, le seul endroit d'ailleurs, c'était cette seule nuit où j'ai pu voir une aurore boréale. Mais malheureusement, juste au moment où je vois l'aurore boréale, je me trouve sur un miroir qui devait faire une centaine de mètres carrés à peu près, ou une cinquantaine, je ne sais pas exactement. Avec la lucidité, c'est difficile à voir, mais qui était un miroir. Je voyais un peu l'eau dessous, mais très peu, et je n'arrivais pas à me rendre compte de l'épaisseur de la glace. Et là, comme si je marchais sur des œufs, mais j'avais beau me dire qu'il y avait des motoneiges qui avaient certainement passé, qu'il y avait des mushers qui étaient certainement passés. Mais là, on se dit, on est face à nous-mêmes, il n'y a personne pour nous aider. Est-ce qu'ils n'ont pas pris un autre parcours? Donc, il y avait en face de moi l'aurore boréale, mais c'est la seule d'ailleurs qui était là de la semaine que j'aurais pu voir. Mais j'en ai pas profité, j'avais la tête figée sur la glace pour pas faire de bêtises et surtout avancer. Donc, cette nuit-là était assez terrible. Toute la nuit, j'ai avancé jusqu'à ce que j'arrive à l'avant-dernier point de contrôle, qui était une cabane fabriquée justement pour le Yukon Quest, une cabane en bois au milieu de nulle part, une cabane fantastique où là je pouvais dormir au chaud. Là, ça a été un moment très régénérateur et fantastique parce que je savais que là déjà j'étais bien, on a approché, il me restait qu'un point de contrôle après ça. Je me repose, je sèche mes affaires, je mange bien, je suis bien. Très bien, même tellement bien que je me dis il faut que je reparte, il faut y aller. Et puis c'est ce que je fais en me disant aussi, comme je le disais, je sais que j'ai plus qu'un point de contrôle après celui-là.
Et là, le point de contrôle était quand même à 80 km et il me restait 80 km pour finir. Donc 160, le Sam Mice qui me reste à faire. Alors ça paraît énorme, enfin un Sam Mice, mais quand on est dans une routine et dans de tels efforts et de telles longueurs que pour nous, les échelles sont différentes, quoi. Et donc, et puis on le tronçonne, donc 80 km et 80 km, c'est pas 160 km d'un coup. Et voilà, et je repars sur ce chemin. Alors là, c'était une grande ascension, une des rares ascensions d'ailleurs qu'on avait eues depuis le début. Une grande ascension incroyable où j'ai beaucoup souffert parce que ça montait vraiment. Et puis j'arrive au sommet et là, j'ai fait une bêtise qui a failli m'être fatale parce que c'est un peu le manque, pas de lucidité, mais un peu l'euphorie de toute la course. En plus, il y avait quelques rayons de soleil à ce moment-là. Quand je me trouve au sommet, il y a une descente qui va durer quelques kilomètres et moi, je décide de m'asseoir sur ma luge. Il n'y a rien qui interdit dans le règlement de s'asseoir sur sa luge. Donc, je ne sais pas pourquoi je ne vais pas le faire. Et je descends, moi, sur ma luge. Donc, bon, j'écrase un peu mes affaires. C'est pas terrible, mais je descends sur ma luge. Mais sauf que je mets mes pieds un peu en avant. Donc, toute la neige, fait une gerbe de neige me vient dessus. Et quand j'arrive en bas, je m'aperçois en fait que je suis trempe. Et quand je suis trempe, c'est signe de gel immédiat pratiquement. Et là, je me suis dit, mais tu vas être obligé d'abandonner parce que tes affaires, elles vont te geler en 2 temps 3 mouvements. Et là, je me dis, tu as 10 km pour arriver au point de contrôle, il va falloir maintenant courir vite pour réchauffer ton matériel. C'est ce que j'ai fait. J'ai couru pendant 10 km pour pas me geler sur place, pour que ma transpiration et surtout ma chaleur corporelle permette de pouvoir tenir. Et quand je suis arrivé là-bas, épuisé, en plus, je vois le contrôleur que j'avais eu pendant mon stage de survie que j'avais fait quelques jours avant. Et tu lui as pas raconté le coup de la luge? J'ai pas voulu le raconter, j'avais tellement honte que j'avais fait que j'ai pas voulu le raconter. Il était surpris de me voir aussi mouillé d'ailleurs. Et il dit, qu'est-ce qui s'est passé? On va te sécher tes affaires. Donc j'ai pris le temps c'était le dernier point de contrôle. Là aussi, on pouvait pas dormir à l'intérieur. D'ailleurs, j'avais pas décidé de dormir. Et puis j'ai dû passer 2h30 à peu près à sécher mes affaires, si c'est pas plus même, à sécher mes affaires, essayer de m'alimenter et dans un seul objectif, repartir pour finir cette fameuse course. Et puis d'ailleurs, il m'a pas donné trop le choix. Il m'a dit, maintenant que tu es sec, il faut que tu partes. J'ai dit, ça tombe bien, c'est ce que je voulais faire. Et je suis parti. Et là, ça commence à se radoucir depuis quelques heures quand même. Se radoucir. Et là, quand c'est radouci, il a commencé à neiger. Il a neigé énormément. Là, il faisait pas nuit encore. Quand je suis reparti, c'était être à peu près 18h. Et là, plus j'avançais le temps et plus les flocons étaient gros, plus il neigeait. Et puis, au bout de la nuit, une partie de la nuit, j'étais complètement épuisé. Je savais qu'il me restait. Alors, lui, il m'avait annoncé 60 km, donc j'espérais qu'il ait raison, même si dans mon subconscient, je savais qu'il y avait 80 km, mais je me suis dit, c'est lui qui connaît mieux le Yukon que moi, donc tant mieux, il y aura 20 km de moins par rapport à... Puis on manque des fois de lucidité sur les distances. Et puis, je continue, et puis je m'endors, je m'endormais, donc je me suis arrêté parce que je loupais le chemin. Quand on sort du chemin, on s'enfonce énormément. Donc, c'est plus épuisant de remonter sur le chemin que de s'arrêter. Donc, il faut s'arrêter à un moment donné quand on est épuisé. Heureusement, la luge était dans le bon sens parce que quand je me réveille 1h30 après ou 2 heures, je ne sais plus combien de temps j'avais dormi cette fois-là parce que j'étais très fatigué. Je me réveille et je suis obligé de mettre un coup sur mon duvet parce que je sens un peu de poids et puis quelque chose qui m'oppressait un peu. En fait, j'étais enseveli sous la neige. Il y avait tellement neigé en si peu de temps que, bon, c'était pas énorme, mais j'étais sous la neige. D'ailleurs, c'était un bon signe parce que ça veut dire qu'il faisait moins froid. Mais j'étais sous la neige. Et quand je me réveille, surprise, je vois plus mon chemin. Tout est blanc et je me demande comment je vais arriver à me repérer puisqu'on n'a pas de GPS, c'est juste des balises qui ont été mises là pour le Yukon Quest, la course de Musher. Donc je me dis mais comment je vais faire pour arriver à trouver mon chemin? La lucidité aurait voulu que j'attende que les motoneiges arrivent, mais j'avais gagné du temps, je n'avais qu'une envie, c'était le soir arriver et terminer cette course. Donc j'ai dit je vais aller peut-être moins vite, mais chaque balise, ce sera une victoire. Et c'est ce qui était le cas, quoi. Chaque fois que je trouvais une rue balise, j'étais heureux, j'avançais, je continuais, je sortais du chemin, je remontais sur le chemin. Et là, c'était en plus un endroit aussi assez montagneux, avec beaucoup de chemins qui étaient en travers du mien, donc qui étaient ensevelis, mais où on voyait des formes. Je me cantonnais à regarder les formes éventuelles du chemin, j'étais très concentré. Et puis je continue là toute la nuit, j'ai le petit matin, tempête de neige, j'aurais dû m'arrêter, mais je continue parce que je me dis, il faut que j'avance. Et puis j'arrive à un genre de sommet, enfin c'est pas un genre, c'est un sommet là, le point culminant de cette période-là, de cette étape. Et là, c'est une descente, alors descente pas la même que la veille où j'ai pu m'asseoir, c'est une descente progressive, mais une descente, donc plus de soucis de trouver mon chemin, c'était un grand chemin, une grande route, certainement une route quand c'est l'été. Et là, je continue pendant
pendant une vingtaine de kilomètres. Je sais, et comme il m'avait dit 60 kilomètres, j'avais mis mon GPS, je savais que la distance, on n'était pas très loin. Je vois au loin l'organisation avec les gens qui faisaient le film. Je me suis dit, ça y est, derrière le virage, c'est fini, là, c'est bon, j'ai presque fini, j'arrive. Puis en fait, non, quand j'arrive, il me dit, bravo Thierry, super, et allez, plus que 20 kilomètres. Et là, un coup de massue, parce que 20 kilomètres, moi, je pensais que j'étais arrivé. Par rapport aux 60 kilomètres, en fin de compte, je ne m'étais pas trompé, c'était bien 80 kilomètres du départ. Et là, j'avoue que c'était un grand moment parce que j'arrivais plus à m'alimenter, j'arrivais plus à boire. J'étais épuisé totalement et je me dis, mais comment je vais arriver à faire 20 km à l'énergie, certes, mais je commençais à me dire, oups, là, il faudrait pas que je tombe d'un coup parce que plus rien ne passait, j'arrivais plus à m'alimenter. Il y avait, la neige était fraîche, j'avançais plus, j'avais laissé dans le dernier sac de largage, j'avais laissé mes raquettes pour m'alléger un peu la luge. Et là, j'ai dit, bah, écoute, c'est 20 km. Bon, c'était 20 derniers kilomètres, il va bien falloir que tu avances. Donc, j'ai trouvé l'énergie mentale et physique pour avancer. Et bien sûr, comme c'est toujours le cas, eh bien, on arrive à Dawson, mais on arrive bien sûr au bout du village. L'arrivée jamais. Ça serait trop beau que l'arrivée est au début. On est obligé de contourner tout le village, d'arriver, mais au bout d'un certain temps, là, j'ai même plus le plaisir de profiter de mon arrivée. Je ne pense qu'à une chose, c'est finir. Donc, en général, dans les courses, on trouve toujours l'énergie de courir sur la fin, d'avoir de l'émotion, de trouver l'énergie nécessaire pour être dans le mouvement. Là, j'ai qu'une envie, c'est de passer la ligne d'arrivée pour me reposer, quoi. Et surtout de me poser pour arriver à m'alimenter parce que ça faisait beaucoup d'heures où je n'arrivais plus ni à boire ni à manger. Et là, grosse délivrance, après une petite côte très petite, je vois la ligne d'arrivée, je la passe. Alors là, on n'est pas dans la foule qui nous acclame, puisque déjà dans les températures qu'il faisait et le peu de gens qu'il y a à Dawson, même si c'est la deuxième ville du Yukon. C'est pas l'arrivée de l'UTMB, tu veux dire? C'est pas l'UTMB, loin de là. J'ai fini mes 700 km. Je suis heureux, mais pas très lucide. Tu arrives à quand même ressentir l'émotion, celle que tu avais ressentie justement en regardant les coureurs 2 ans plus tôt derrière ton écran d'ordinateur. Est-ce que tu vis une émotion L'émotion, elle y est, mais elle n'est pas à la mesure de ce que je venais de faire. C'est plutôt je dirais 20 minutes, 30 minutes après, on décide d'aller dans la direction de mon hôtel où il m'avait réservé une chambre. L'organisatrice Julie, elle vient avec moi, elle me tire la luge parce que j'ai même plus l'énergie de le faire alors qu'on l'a. Mais on est content qu'elle le fasse pour soi. Et on arrive dans l'émotion, elle est arrivée au moment où j'ouvre la porte de la. J'ai passé 9 jours au milieu naturel, dans des coins très hostiles. Là, j'arrive dans une chambre avec une moquette épaisse, un lit incroyable, comme quoi des fois on s'attache à des choses. Julie me laisse la luge pleine de neige dans cet endroit merveilleux. Et quand la porte claque, là, je me rends compte vraiment que j'ai ce que j'ai accompli là. Et là, je m'effondre, quoi. Je m'effondre, l'émotion arrive et je suis tout seul. Et là, encore plus tout seul. Il n'y avait pas grand monde à l'arrivée, mais là, je me trouve tout seul dans ma chambre. Et là, je m'écroule, quoi. Je me rends compte que j'ai gagné le Yukon, mais surtout que je l'ai fini. Et ça, c'est des moments que j'oublierai jamais, jamais, jamais. Parce que j'ai pas pu dormir cette nuit-là, même si j'étais épuisé. Parce que déjà, physiquement, on est quand même touché. On est décalé complètement. Et puis, je suis toujours chargé d'émotions, quoi. Je n'arrive pas à dormir. Bien sûr, je jouais mes proches pour arriver à communiquer un peu avec eux après autant de temps dans la nature. Et puis bon, eux, là aussi, ils sont très émus de m'avoir au téléphone. Ils sont émus autant que moi du résultat. Et voilà, c'est des moments magiques qu'on est content d'avoir vécu au moins une fois dans sa vie. Pour ma part, c'était vraiment le cas. J'ai vécu une expérience unique, une expérience enrichissante et qui me donne envie de revivre de telles émotions, même si je pense que toute émotion est unique de ce type, je dirais. Comme ma première fois que j'ai gagné à 333, c'était incroyable de me voir, d'avoir gagné une course. C'était mon premier ultra que je gagne. Et j'ai un peu quand on voit un bon film, quoi. Quand on a un bon film, on se dit c'est dommage que je l'ai vu, j'aurais jamais plus d'émotion en le revoyant, quoi. C'est pareil. Le Yukon, je sais que je l'ai vécu, même si je la refaisais, que je faisais un bon résultat. Je pense que je vivrai jamais l'émotion que de la première fois, quoi. C'est très, très émouvant et c'est pour ça que je le fais d'ailleurs.
c'est pour ça que je me prépare pour vivre de telles aventures. Alors pas forcément toujours gagner. C'est la première victoire, c'est comme je le dis souvent, c'est contre soi-même et c'est surtout d'arriver quoi. L'objectif c'est ça. Alors après, quand ça se passe comme là et que en plus je la remporte, c'est fantastique. Mais voilà, la première, on était 11 à être arrivés cette année-là sur 44 présents, donc ça fait 1 sur 4. C'est pas beaucoup par rapport à l'investissement de chacun, mais ça se comprend dans des milieux aussi hostiles. Je trouve que c'est déjà pas mal parce que c'est vrai que moi j'ai passé, je suis arrivé le mardi, les derniers sont arrivés le samedi matin juste avant qu'on prenne le départ, mais peu importe l'arrivée. Le dernier, c'est déjà extraordinaire ce qu'il a pu faire pour arriver là, aller au bout de lui-même, de son aventure et arriver et voir la ligne d'arrivée, quoi. Être finisher d'une course comme ça, c'est juste énorme. Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment si tu devais te réaligner sur ce type de course? Est-ce que tu as tiré des enseignements que tu n'imaginais pas de cette Yukon? Sur l'alimentation, je vais être un peu plus, je vais m'alimenter différemment. Je suis en train d'y travailler d'ailleurs parce que je vais partir à l'Iditarod bientôt, enfin en mars, mais je vais fonctionner autrement. Je me suis entouré des gens qui peuvent m'aider dans ce domaine-là. Je pense que j'ai fait quelques erreurs qui auraient pu être fatales au point de vue alimentaire. Est-ce que tu t'es fait peur à des moments? Pas peur, mais pas peur parce que j'étais concentré et que j'avais vu quand même pas mal de paramètres et que bon, il y a cette forme d'envie qui dépasse tout et non, je me suis pas forcément fait peur, non. Bah écoute, merci beaucoup Thierry d'avoir partagé avec nous ce récit d'une aventure vraiment hors du commun. Avant de t'entendre nous raconter cette histoire, je ne mesurais pas à quel point les challenges d'une telle course étaient aussi nombreux et d'une telle ampleur, ce qui rend ta performance d'autant plus admirable, je trouve. On va parler un peu d'avenir maintenant, tes futurs projets. Est-ce que tu as des courses ou des rendez-vous prévus sur ton calendrier de fin d'année ou peut-être même déjà sur 2021 et les années suivantes? Je devais faire l'Himal Race en mai, là, juste après le confinement, et pour des raisons que tu imagines bien, ça a été reporté. Je devais faire le Maroc, une nouvelle course qu'un copain a organisée, une course en étoile dans le désert, ça a été reporté. Là, on devait le faire en octobre, c'est encore reporté en mars. Et donc, c'est vrai que c'est difficile de se projeter, mais je suis inscrit au 20e anniversaire de l'Iditarod. L'Iditarod, c'est la même chose que le Yukon, sauf que c'est en Alaska. Et que cette course, j'espère qu'elle sera maintenue parce que d'abord, c'est le 20e anniversaire, c'est incroyable. Et il faut que je fasse le 500 cette année pour pouvoir faire l'épreuve ultime de 1600 km l'année après. Ils veulent pas que je m'inscrive directement sur le 1600. J'espère qu'elle sera maintenue pour que je puisse vivre l'année après une course magnifique de presque un mois dans le froid. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et voilà, donc peu de projets, mais des projets Mais c'est conséquents. beau et ambitieux. Et à l'inverse, est-ce que tu te vois des limites? Est-ce qu'il y a des choses que tu t'interdis de faire ou que tu penses ne jamais réussir ou avoir envie de faire en tout cas? Non, parce que je pense que j'ai envie de me rien m'interdire. Bien sûr que je fais attention à certaines choses parce que bien sûr je rentre dans l'âge aussi et que je sais que ça va pas s'arranger au moins pour la compétition, mais j'adapterai ma course par rapport à justement à ce facteur-là et je m'interdis rien. Je suis pas fan de route, mais pourquoi pas un jour parce que j'ai envie de me faire une belle traversée, mais je vais rester dans les milieux naturels parce que c'est ce qui m'attire, c'est ce qui me plaît le plus. J'ai plein d'idées en tête sur des projets de traversées qui puissent durer beaucoup plus longtemps que ce que j'ai fait. Voilà, ça sera mon aspiration et mon orientation dans ces futures années. J'espère que je pourrai le faire, que la santé me permettra de le faire et voilà, et vivre ça peut-être d'une autre façon, peut-être pas facile en compétition, mais plutôt pourquoi pas en famille ou autre. Et voilà, ça serait mes aspirations du futur. Je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le motto de la fin, autrement dit la devise qui t'est particulièrement chère ou qui te guide dans la vie. Est-ce que tu as un motto que tu souhaiterais partager avec nous tous? Comme on l'a déjà dit, ma icône, c'est mon icône. Donc, je dirais quelque chose qui rejoint un peu ce que je viens de dire juste auparavant. Pour se mettre en marche, il suffit d'avoir 5% de réponses à ces questions. Les 95% restants viennent le long du chemin. Ceux qui veulent 100% de réponses avant de partir restent sur place. Et ça reflète bien ce que je pense de ma vie de tous les jours, quoi. C'est une citation de Mike Horn, c'est ça? Ouais, tout à fait. D'accord. Écoute, merci pour ce motto. C'est déjà malheureusement la fin de cet épisode. Merci infiniment Thierry d'avoir pris le temps de nous faire vivre à tes côtés cette Yukon Arctic Trail complètement incroyable. Le moins qu'on puisse dire, c'est que tu nous as fait sacrément voyager dans des environnements que beaucoup d'entre nous, j'imagine, ne connaissaient pas. Voilà, merci beaucoup de nous avoir fait vivre ce moment si particulier et dans des conditions si privilégiées. Je te souhaite bonne chance pour la suite et tous les futurs projets dont tu nous as parlé, tes projets de course, mais plus globalement tes projets pro, tes projets personnels et familiaux. Je te souhaite beaucoup de bonheur pour la suite. Merci à toi, Guillaume. Salut.
Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à nous mettre le max d'étoiles sur iTunes, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci, et à très bientôt pour un nouvel épisode de Course Épique.